Bonjour chère étudiante, bonjour chère étudiante. Après la première vidéo que j'espère vous apporter un plus dans la compréhension du cours, on enchaîne avec la deuxième et la dernière vidéo consacrée toujours au premier chapitre de la physiopathologie du cancer. On avait dit que les cancers sont dus essentiellement à un déséquilibre dans l'expression des proto-oncogènes et des gènes suppresseurs. Les deux groupes de gènes impliqués dans le contrôle de l'homéostasie cellulaire. Voyons à présent des exemples de ces deux gènes. On commence par les gènes suppresseurs. Les gènes suppresseurs sont des gènes qui codent des protéines qui inhibent la division cellulaire. Ils inhibent cette division cellulaire par un mécanisme d'action semblable à celui des voies de la stimulation. Donc, toute mutation inactivante des protéines ou entravant quelque part cette voie cellulaire de l'inhibition ouvre la place à l'accélération. Ces gènes suppresseurs de tumeurs sont des anti-oncogènes, c'est-à-dire qui s'opposent aux oncogènes, qui eux stimulent la croissance cellulaire et sont présents dans toutes les cellules normales. Plusieurs de ces gènes ont été caractérisés. Les plus connus sont indiqués dans le tableau. On a le gène DCC, colorectal, deleted colorectal cancer, qui a comme fonction la régulation des contacts entre les cellules. On ne connaît pas de maladie familiale associée à la mutation de ce gène. Par contre, il est responsable du cancer sporadique du côlon. Alors, c'est quoi un cancer sporadique? C'est tout simplement un cancer ou c'est une maladie que peut attraper n'importe quelle personne et à n'importe quel âge. À l'opposé du cancer familial ou héréditaire qu'on trouve fréquemment chez certaines familles. Le deuxième gène, le gène d'Uvetti, c'est un facteur de transcription responsable du néphroblastome familial, qui est la tumeur maligne du rein la plus fréquente chez l'enfant. Il s'agit d'une tumeur embryonnaire qui touche le plus souvent l'enfant de moins 6 ans. La mutation de ce gène est responsable du cancer sporadique du poumon. Troisième gène, le gène RB. C'est un facteur de transcription responsable du rétinoblastome familial, cancer de la rétine, et du cancer sporadique du poumon à petites cellules. Enfin, le gène PCK3, c'est un facteur de transcription responsable du syndrome de Li-Fraumeni et des cancers sporadiques du côlon, du sein et des poumons. On va voir deux exemples de gènes suppresseurs, le gène RB et le gène PCK3. Ce sont des gènes donc, qui codent des protéines qui inhibent la mitose et ce sont des gènes récessifs. Pour le gène RB, le gène du rétinoblastome, sa mutation est responsable du rétinoblastome, qui est le cancer de la rétine. Il y a deux formes de rétinoblastome. Le rétinoblastome héréditaire, il s'agit d'une tumeur maligne de la rétine, bilatérale, c'est-à-dire au niveau des deux yeux, apparaît au cours des premières semaines de la vie. Il est causé par une mutation germinale au niveau du chromosome 13, plus une mutation somatique après la naissance. Le rétinoblastome sporadique, tumeur unilatérale, qui apparaît dans un seul œil pendant l'enfance. Alors, le schéma suivant nous donne des explications. Alors, la cellule de droite, à gauche, pardon. On a une cellule rétinienne normale avec ses allèles du gène RB normaux et une protéine RB normale, donc pas de rétinoblastome. Au milieu, une autre cellule rétinienne avec une mutation au niveau d'un allèle. Là aussi, on a une protéine RB normale malgré la mutation au niveau d'un allèle. En revanche, la troisième cellule, à droite, on a une mutation dans les deux allèles du gène RB. Donc, la protéine RB est non fonctionnelle, ce qui lui inéluctablement au rétinoblastome. Cette photo nous montre un enfant avec une grosse tumeur au niveau de l'œil droit, donc il s'agit d'un rétinoblastome sporadique.
Comme on vient de voir, le rétinoblastome est une tumeur maligne se formant à partir du neuroblast de la rétine, qui sont les cellules précurseurs des photorécepteurs de la rétine, c'est-à-dire les cônes et les bâtonnets. Le premier signe qui apparaît est un strabisme unilatéral qu'il ne faut pas confondre avec un strabisme accommodatif du nourrisson. Puis là apparaît la leucocorie, ou le reflet blanc dans la pupille, qui est visible au début sous certains éclairages et dans certaines directions du regard, comme le montre la petite photo au milieu. Les causes des deux formes du rétinoblastome sont différentes. En effet, pour le rétinoblastome sporadique, après la naissance, les photorécepteurs ont une croissance normale qu'on schématise par RB+, les deux allèles sauvages, puis survient une première mutation au niveau d'un allèle du gène RB, qu'on schématise RB+. La croissance des photorécepteurs reste normale puisque le gène est récessif, puis une deuxième mutation arrive après et on a donc RB, disparition des allèles sauvages, ce qui a pour conséquence la perte du contrôle de la croissance et l'apparition du rétinoblastome. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule tumeur et dans un seul œil. Quant à la forme héréditaire, dès la naissance, tous les photorécepteurs de la rétine ont un allèle muté du gène. Donc on a du gène RB. Donc on a RB+. Puisque la mutation est germinale, c'est-à-dire la mutation est liée au niveau des cellules sexuelles. Mais la croissance des photorécepteurs est normale, car l'autre allèle est normal. Survient par la suite une deuxième mutation au niveau du deuxième allèle, ce qui entraîne une perte de contrôle de la croissance et l'apparition du rétinoblastome. Et puisque toutes les cellules photoréceptrices portent la mutation, les deux yeux sont touchés par plusieurs tumeurs. Comment cette mutation du gène RB déclenche-t-elle le rétinoblastome? Alors, en haut, on a le cycle, une figure qui montre le cycle cellulaire avec ses 4 phases, G1, S, G2 et la phase M, la mitose. À gauche, on a une protéine RB phosphorylée, elle est inactive, et à droite, on a la même protéine RB, mais déphosphorylée, et elle est active. La protéine RB, alors j'ouvre une parenthèse, j'en parle souvent du gène ou de la protéine de ce gène, c'est-à-dire je parle du gène RB ou de la protéine RB, ça veut dire la même chose, donc je ferme la parenthèse. La protéine RB est un régulateur du facteur de transcription E2F. Et en même temps, il est la protéine cible du complexe CDK2 cycline A, exprimée en début de la phase S. L'interaction de la protéine RB avec le facteur de transcription E2F, à droite, inhibe ce facteur E2F depuis la fin de la phase M jusqu'au milieu de la phase G1. Donc pas de synthèse d'ADN. Vers la fin de la phase G1, le complexe CDK2 cycline A est produit et phosphoryle la protéine RB, ce qui provoque la libération du facteur de transcription E2F à gauche du schéma. Le facteur E2F ainsi libéré pourra alors activer la transcription des gènes essentiels à la synthèse de l'ADN et la phase S pourra commencer. La phosphorylation de la protéine RB est maintenue pendant toute la durée de la phase S. On comprend alors que si une mutation rend la protéine RB non fonctionnelle, laissera le facteur de transcription E2F libre, les cellules vont proliférer sans arrêt sous l'action stimulatrice de E2F et provoquer un cancer comme c'est le cas du rétinoblastome. Le deuxième gène suppresseur, c'est le gène PC53, qui est responsable donc de la
production de la protéine PC53. C'est en 1979 qu'on a découvert une protéine PC53 produite donc par ce gène suppresseur et à qui on a attribué deux fonctions principales. La première fonction, c'est interrompre le cycle cellulaire pour laisser le temps à la cellule de réparer les lésions. Après la réparation, lever du blocage et le cycle cellulaire pourra redémarrer. Si la réparation échoue, dans ce cas, la protéine PC53 intervient encore une fois pour activer une autre voie qui est la voie apoptotique et la cellule est éliminée par apoptose. Voilà les deux fonctions principales de la protéine PC53. Alors, pour vérifier le rôle joué par la PC53 dans le contrôle de l'homéostasie cellulaire, Roth et son équipe en 1995 ont effectué l'expérience suivante. Alors ici, en haut, on a une cellule normale avec une protéine PC53 normale suite à un dommage, une lésion au niveau de l'ADN. La protéine PC53 induit la mort de ces cellules ou de cette cellule endommagée par apoptose. Donc on a self-destruction. La cellule s'élimine par apoptose. En dessous, on a une protéine PC53 anormale suite à la mutation du gène PC53. Donc, ce qui nous donne une PC53 inactive. Tout dommage de l'ADN ne sera pas réparé, ce qui aboutit à une prolifération incontrôlée des cellules, ce qui est marqué ici par tumeur cell proliférante. En quoi consiste l'expérience de Roth? L'expérience de Roth consiste à faire une injection au niveau intratumoral chez un homme de 60 ans atteint de carcinome pulmonaire sans espoir d'efficacité avec la radiothérapie ni avec la chimiothérapie. Donc l'injection au niveau intratumoral d'un vecteur rétroviral transfecté avec le gène de la protéine PC53. Les cellules tumorales donc intègrent le gène dans leur génome. En revanche, les cellules saines ne l'intègrent pas. Après quelques semaines, la tumeur a régressé de 87%. Cette thérapie a dépassé la phase 3 des essais cliniques et on envisage de l'associer à un traitement classique de la chimiothérapie et de la radiothérapie. La mutation de ce gène de la PC53 est responsable d'un syndrome héréditaire appelé syndrome de Li-Fraumeni. Ce syndrome est dû à une mutation ponctuelle du gène PC53. En conséquence, il y a la perte des allèles sauvages de ce gène. Les patients atteints du syndrome Li-Fraumeni manifestent plusieurs tumeurs, parmi lesquelles on trouve les tumeurs du cancer du sein, du côlon et du poumon. L'âge moyen de l'apparition de ces tumeurs est très précoce. En effet, 50% des individus auront une tumeur de l'un de ces cancers que j'ai cités auparavant avant l'âge de 30 ans. Et 90% des patients Li-Fraumeni auront un cancer avant l'âge de 70. Autrement dit, au cours d'une vie, tous les patients auront un cancer. Le gène PC53 est le gène le plus altéré dans les tumeurs humaines. En effet, 50% des tumeurs humaines, le gène PC53 est muté, inactif. Et 90% des mutations
sont regroupés dans la région centrale de la P53. Cette région participe à l'interaction de la protéine P53 avec l'ADN. Le gène réside sur le petit bras du chromosome 17 et la protéine codée par le gène P53 est un facteur de transcription. On estime que le nombre de gènes régulés par cette protéine est de l'ordre de 200. Alors, ce schéma montre comment la protéine P53 empêche la cancérisation. Alors, à gauche, on a une cellule normale avec une P53 normale. Toute lésion au niveau de l'ADN, qui pourra être due soit à une hypoxie, soit à l'effet des carcinogènes, active la P53 pour effectuer la transcription d'un certain nombre de gènes. Parmi les gènes transcrits, on a le gène P21, qui est un inhibiteur des CDK. Donc, suite aux lésions, le gène P21 est transcrit. Il va arrêter le cycle cellulaire en phase de G1. En même temps, il y aura la transcription d'un autre gène, le gène GADD45, qui va réparer les lésions. Si la réparation est réussite, il y a levée de l'inhibition et le cycle va continuer. Par contre, si la réparation échoue, intervention à nouveau de la protéine P53 pour activer la transcription d'un troisième gène, qui est le gène PAX, qui est un gène pro-apoptotique. Dans ce cas, donc suite suite au fait que la réparation a échoué, le gène PAX, qui est le gène pro-apoptotique, va activer donc la voie apoptotique pour éliminer la cellule malade. Et le problème est résolu. En revanche, dans le cas d'une cellule où le gène P53 est muté, donc on aura une protéine P53 anormale, non fonctionnelle. Dans ce cas, toute mutation au niveau de l'ADN ne sera pas suivie par un arrêt du cycle cellulaire. Il n'y aura pas la correction, si vous voulez, de cette lésion. Donc, les mutations vont s'accumuler et on aura par la suite donc l'apparition d'une tumeur. Voyons maintenant les oncogènes. Alors, les oncogènes forment un grand groupe de gènes qui interviennent dans la multiplication cellulaire, c'est-à-dire qui stimulent la multiplication, la division cellulaire. Ce sont des gènes dont les mutations ou l'hyperexpression contribuent à la transformation cancéreuse. Ces mutations entraînent une production d'une manière constitutive, c'est-à-dire en continu et sans arrêt, des protéines qui sont hyperactives et même en absence du signal. Ce sont des gènes dominants, donc une seule mutation suffit pour donner un cancer. Ils codent généralement pour des facteurs de croissance. On a plusieurs types de facteurs de croissance. On a l'IGF1, l'IGF2, le GF, le FGF, le TGF, ainsi de suite. Alors ici, on a donc le facteur comme exemple, le récepteur de facteur de croissance, le GF, qu'on trouve amplifié plusieurs fois dans 30% des cancers du sein. On l'appelle HER2. Et chez ces patientes, ils sont traités par un anticorps monoclonal qui s'appelle l'herceptine et qui donne d'excellents résultats.
chez 30% des patientes. On trouve l'amplification de ce récepteur de facteurs de croissance. Donc, en plus de l'amplification des facteurs de croissance, on a l'amplification de leurs récepteurs. Et l'exemple ici est celui du facteur de croissance, le GF. On a aussi des protéines kinases, des voies de signalisation, comme les protéines kinases SRC, RAS, et les deux fameuses protéines kinases BCR et ABL, qui, comme on a vu, sont impliquées dans la leucémie myéloïde chronique suite à la translocation de ces deux gènes. On a aussi des facteurs de transcription qui représentent des oncogènes qui, lorsqu'ils sont mutés, donc amplifient le signal et peuvent donc donner des cancers. Parmi ces facteurs de transcription, on peut citer le facteur JNK, FOS et le facteur MYC qu'on a déjà vu dans le lymphome de Burkitt. La conversion d'un proto-oncogène normal en oncogène activé peut résulter, comme on a déjà vu, d'une mutation, d'une amplification d'un gène ou d'un réarrangement chromosomique. Alors, ici, on voit encore une fois, on montre encore une fois le rôle des oncogènes dans la transformation maligne. Cette expérience nous montre le rôle donc des oncogènes dans les mécanismes de la cancérisation. En effet, l'extraction de l'ADN des cellules tumorales à partir d'un carcinome de cellules humaines de Vici et son transfection dans les cellules saines de fibroblastes de souris, qui sont des cellules saines, après la transfection donc de ces oncogènes qu'on a extraits de l'ADN des cellules tumorales de Vici, ces dernières, c'est-à-dire les cellules de fibroblastes de souris qui ont reçu ces oncogènes, ils deviennent tumorales, ce qui montre encore une fois le caractère oncogénique de ces oncogènes. Comment les cellules s'échappent à l'apoptose? Alors, comme rappel, on a déjà vu que l'apoptose est le mécanisme par lequel les cellules échappent à la cancérisation. Donc, tout mécanisme inhibant l'apoptose ouvre la voie à la cancérisation. Alors, donc, les cellules peuvent échapper à l'apoptose, donc devenir cancéreuses, soit par l'inactivation de la protéine PC53 suite à la mutation de ce gène. Et il est connu, comme on a vu tout à l'heure, que 50% des cancers contiennent une modification de la protéine PC53. Donc une mutation du gène PC53. Deuxièmement, par la production excessive d'une autre protéine, la protéine BCL2, qui est une protéine anti-apoptotique et qui a un oncogène. C'est une oncoprotéine qui, lorsqu'il est amplifié, est responsable d'un certain nombre de lymphomes. Et enfin, par la destruction de la protéine PC53 par des virus comme le papillomavirus dans le cas du cancer du col de l'utérus. Heureusement, pour ce dernier, on a depuis 15 ans un vaccin qui est fonctionnel et qui protège dans 80% les futures femmes, mais à condition qu'ils prennent ce vaccin avant leur premier rapport sexuel. Alors, l'un des problèmes majeurs du traitement du cancer, ce sont les métastases, c'est-à-dire les foyers secondaires, qui se forment suite à la dissémination des cellules tumorales à partir de la tumeur primaire. Donc, ils sont responsables du caractère malin d'une tumeur, car les tumeurs bénignes ne donnent jamais de métastases. Presque tous les cancers donnent des métastases. Il n'y a presque pas d'exception. Mais avant qu'une cellule donne un foyer métastatique éloigné,
il doit d'abord franchir un certain nombre d'obstacles. Il doit tout d'abord envahir les tissus voisins. C'est l'invasion. Il doit traverser la paroi sanguine, entrer dans le courant sanguin. C'est l'intravasation. Il doit résister au niveau du courant sanguin aux agressions mécaniques du sang, du courant sanguin, et à la vigilance et à l'action du système immunitaire. Et enfin, il doit traverser à nouveau la paroi vasculaire d'un capillaire, c'est ce qu'on appelle l'extravasation, pour initier une nouvelle tumeur, un nouveau foyer métastatique. Ce schéma simplifié montre donc les grandes étapes du phénomène métastatique. Donc, à partir d'une tumeur diagnostiquée à l'état clinique, donc ici on a une tumeur diagnostiquée au niveau du poumon droit, des cellules vont se détacher, atteindre les vaisseaux lymphatiques et sanguins pour initier des foyers métastatiques un peu plus loin. Ici, on voit des foyers métastatiques au niveau des deux poumons et au niveau d'un organe un peu éloigné qui est le foie. Ces 4 photos montrent donc des exemples de métastases dans 4 organes, au niveau des poumons, au niveau du foie et au niveau des vertèbres. Alors, je vous laisse le soin de faire le commentaire. Donc, on voit que ces organes sont complètement criblés par des petites tumeurs qui sont des métastases secondaires qui sont apparaissent suite au développement de la maladie chez ces patients. Et on voit donc que ces organes sont complètement envahis par des métastases de différentes tailles. Ces 2 photos montrent donc une personne en bonne santé quelques semaines avant qu'on diagnostique chez lui un cancer de poumon, très avancé. C'était un grand fumeur. La deuxième photo, donc à droite, montre la même personne, mais très affaiblie et très maigre. Il a fait exprès de poser sur son ventre sa photo avec son fils lorsqu'il était en bonne santé pour sensibiliser les gens au danger du tabac. Ce schéma montre donc le chemin emprunté par les cellules cancéreuses depuis la tumeur primaire jusqu'au foyer secondaire métastatique. En petit a, on a une tumeur primaire dans un organe donné. Après l'angiogenèse, c'est-à-dire l'installation d'un réseau capillaire dont le but est de nourrir les cellules de la tumeur naissante, en petit b, les cellules tumorales se détachent et migrent pour atteindre un capillaire sanguin ou lymphatique. C'est le schéma petit c. Puis, ces cellules vont pénétrer, vont traverser la paroi de ces vaisseaux sanguins et vont interagir avec les plaquettes, les lymphocytes et d'autres cellules sanguines pour former ce qu'on appelle des embolies. Le courant sanguin les amène partout dans le corps. Arrivé à un organe particulier, ici les poumons, les cellules font le chemin inverse. Elles s'accrochent à la paroi d'un capillaire, se faufilent entre les cellules endothéliales capillaires. Alors, j'ouvre une parenthèse, les parois des capillaires sont formées par une seule couche de cellules endothéliales et ces cellules cancéreuses ont la capacité de se faufiler entre les cellules endothéliales capillaires et passer donc de l'autre côté de la paroi du capillaire pour initier un foyer métastatique, ici donc dans le schéma petit e et petit f. Voyons maintenant
on détaille les différentes étapes du processus métastatique. Alors, le processus métastatique commence par l'invasion des cellules tumorales de l'environnement qui les entoure. C'est l'invasion. L'invasion existe chez l'embryon et l'adulte dans des situations non pathologiques. Par exemple, durant l'implantation du trophoblaste dans l'utérus, durant l'angiogenèse et durant la diapédèse, c'est-à-dire la sortie des globules blancs dans les lieux de l'inflammation. Et bien sûr, au cours des métastases. L'invasion existe, donc l'invasion des cellules tumorales des tissus résulte de l'acquisition de ce qu'on appelle le phénotype invasif, qui comporte 3 étapes principales. L'adhésion, la protéolyse de la matrice extracellulaire et la migration. Donc, les 2 étapes de l'invasion les plus importantes, qui sont donc l'adhésion, c'est-à-dire que les cellules tumorales vont adhérer aux composants de la matrice extracellulaire, puis ils vont digérer cette matrice extracellulaire, et puis ils vont migrer pour aller plus loin, atteindre un capillaire. L'adhésion. C'est quoi l'adhésion? C'est tout simplement la fixation des cellules tumorales aux différents composants de la matrice extracellulaire. Cette adhésion s'effectue grâce à des récepteurs membranaires qui leur sont spécifiques. On a par exemple des récepteurs des intégrines, les récepteurs qui reconnaissent les glycoprotéines, comme la laminine, la fibronectine, l'élastine, le collagène 1 et le collagène 4. Donc, les cellules tumorales possèdent des récepteurs pour ces protéines qui se trouvent dans la matrice extracellulaire. Ils vont s'y fixer. Après leur fixation, va commencer la deuxième étape, qui est la protéolyse de cette matrice. Cette protéolyse de la matrice consiste donc à la dégradation des composants de la dite matrice par les enzymes protéolytiques qui sont capables de libérer. On a même démontré par des lignées cellulaires une relation, donc une corrélation positive entre l'agressivité des cellules tumorales et leur contenu en protéase. Ces expériences ont été démontrées aussi bien in vivo qu'in vitro. On a 3 groupes de protéases qui sont impliqués dans ce mécanisme de la protéolyse. Il y en a d'autres, mais on a choisi que ces 3. On a les activateurs du plasminogène, on a les cathepsines et on a les métalloprotéases. Alors, pour les activateurs du plasminogène, ce sont des enzymes qui dégradent le plasminogène, qui est une protéine produite par le foie sous forme inactive, pour libérer la plasmine qui dégrade la fibrine lors du processus de la coagulation. Il a été démontré que cette enzyme joue un rôle important dans les premières étapes de l'invasion, c'est-à-dire l'entrée des cellules tumorales dans la circulation sanguine. Les métalloprotéases. C'est un groupe de protéases. On les appelle ainsi car ils possèdent dans leur site actif un métal, un zinc ou bien un cobalt ou un manganèse. Ce sont des enzymes capables de dégrader la majorité des composants de la matrice extracellulaire et sont anormalement hyperexprimés et hypersécrétés dans la majorité des cellules cancéreuses. Enfin, les cathepsines. 2 cathepsines sont hyperexprimées et hypersécrétées dans les cellules cancéreuses ou par les cellules cancéreuses. Il s'agit de la cathepsine B qui a été largement étudiée dans le cancer de l'ovaire et des mélanomes et de la cathepsine D particulièrement étudiée dans le cancer du sein.
Le but des cellules cancéreuses est d'atteindre la circulation sanguine après avoir quitté la tumeur primaire et après avoir dégradé la matrice extracellulaire. Donc c'est ça leur but. Donc c'est d'atteindre la circulation sanguine pour être disséminée à travers tout le corps. Cette migration est facilitée par des facteurs qui favorisent la motilité cellulaire. Parmi ces facteurs, on a les molécules ou les facteurs autocrines de motilité produits par les cellules tumorales elles-mêmes, et on a les facteurs chimiotactiques qui sont générés par la dégradation des composantes de la matrice extracellulaire par les protéases libérées par ces mêmes cellules, c'est-à-dire les cellules tumorales. Alors souvent on se pose la question pourquoi certains cancers métastases dans certains organes et pas d'autres. Alors plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène. La première hypothèse se rapporte aux facteurs anatomiques, c'est-à-dire le premier organe rencontré par le sang qui quitte la tumeur. Exemple, le premier organe rencontré par le sang d'une tumeur du côlon, transporté par la veine porte, et le foie. Donc, les cancers du côlon métastasent surtout au niveau du foie et aussi au niveau des poumons. Deuxième hypothèse, l'affinité biologique de la cellule cancéreuse avec le tissu rencontré, c'est-à-dire possibilité de fixation. Exemple, les membranes des cellules hépatiques sont riches, les cellules du foie sont riches en fibronectine, qui est une glycoprotéine, favorisent la fixation des cellules cancéreuses qui possèdent des récepteurs de cette protéine, c'est-à-dire de la fibronectine. Et enfin, un micro-environnement humoral, c'est-à-dire présence d'un facteur de croissance sécrété localement qui va stimuler la croissance des cellules tumorales au niveau d'un organe particulier. Ainsi, par exemple, le cancer des bronches dans des métastases dans le foie, le cerveau, les os et les surrénales, cancer du sein dans des métastases dans les os, le foie et les poumons, la prostate dans les os et le côlon rectum qu'on a vu dans des métastases, surtout au niveau du foie et des poumons. Parmi les millions de cellules qui se détachent de la tumeur primaire et qui gagnent la circulation sanguine ou lymphatique, moins d'une cellule sur 100 arrive à échapper aux différentes agressions mécaniques de la circulation et à la vigilance du système immunitaire pour initier une nouvelle tumeur dont l'expansion dépendra de l'approvisionnement en nutriments. C'est-à-dire dépendra de l'apparition ou de l'installation d'un réseau de vaisseaux sanguins qu'on appelle l'angiogenèse. Alors, l'angiogenèse, donc, c'est la vascularisation qui conditionne le développement du tumeur maligne. Sans vascularisation, les tumeurs malignes n'auraient jamais donné de métastase et n'auraient jamais dépassé un certain volume. Mais grâce à l'angiogenèse, grâce à l'installation d'un réseau de vaisseaux sanguins, que les tumeurs augmentent de taille, de volume et donnent des métastases. C'est Folkman, en 1971, qui a dit qu'une tumeur n'est plus viable ou entre en sommeil si son volume devient supérieur à 2 ou 3 mm. C'est son développement d'un réseau de vaisseaux sanguins. C'est-à-dire, Folkman a observé que lorsque les tumeurs
lorsque le volume de tumeur dépasse 3 mm, ici, dans ces tumeurs, il n'y a pas d'un emplacement d'un réseau de vaisseaux sanguins, les tumeurs n'augmentent pas de volume, ils entrent en sommeil. Ce réseau de vaisseaux sanguins qu'on appelle néovascularisation ou angiogénèse se fait à partir de la microcirculation de l'hôte, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins qui passent à côté de la tumeur. Comment cela se passe? Tout simplement par le fait que les cellules tumorales et le stroma, c'est-à-dire les cellules qui entourent les cellules tumorales, libèrent des facteurs diffusibles, des facteurs angiogéniques et des facteurs anti-angiogéniques qui interréagissent avec le réseau des vaisseaux sanguins pour initier donc l'installation d'un réseau de vaisseaux sanguins au niveau de la tumeur. Dès qu'un nouveau réseau capillaire est formé, la nouvelle tumeur deviendra une nouvelle source de cellules tumorales qui vont former de nouvelles métastases et dans d'autres organes, accélérant ainsi la détérioration de l'état de santé du patient. Donc, l'inhibition de l'angiogénèse devient donc une cible thérapeutique et qui est développée par plusieurs laboratoires à travers le monde. Et il y a plus de 20 ans, on a mis en évidence un anticorps monoclonal appelé donc Avastin, qui est dirigé contre le facteur de croissance VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, qui est le facteur de croissance, qui est la molécule la plus importante dans l'installation d'un réseau capillaire. C'est-à-dire, ce facteur de croissance va stimuler les cellules des capillaires, les cellules endothéliales des capillaires, il va les solliciter, il va les stimuler pour migrer, pour bourgeonner, comme on va voir tout à l'heure, vers la tumeur et installer un réseau de vaisseaux sanguins qui entoure et qui pénètre dans la tumeur pour lui apporter les nutriments et la débarrasser de ses déchets. Voilà, dans ce schéma, donc, on voit ce schéma, donc c'est une représentation de l'action du facteur de croissance VEGF dans la promotion, si vous voulez, de l'installation d'un réseau de vaisseaux sanguins au niveau de la tumeur. Donc, à ce moment-là, suite à l'installation de ce réseau sanguin, la tumeur devient donc autonome et continue à grossir et continue elle-même, il va faire donc le même rôle que la tumeur primaire, c'est-à-dire il va devenir source de cellules, de nouvelles cellules qui vont donner d'autres métastases dans d'autres organes un peu plus éloignés. Et je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. J'espère donc que ces deux vidéos vous ont apporté un plus dans la compréhension du cours de la physiopathologie. Je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous avez envie de me poser. Il suffit de me contacter et je suis à votre disposition. Bon courage.